Dans une première partie, nous avons vu comment la science a évolué vers la pluridisciplinarité. L'objectif aujourd'hui de cette vidéo est de vous montrer comment la structuration de la recherche s'est mise en place. Poussée par la complexité des systèmes, comment on est passé à l'interdisciplinarité et même, un pas plus loin, à la transdisciplinarité. Nous ne sommes plus dans les études générales et universelles comme on pouvait l'être il y a 50 ans. Nous sommes devenus spécialisés. On nous colle une étiquette, comme ici, soit la physique, la chimie, la biologie. Alors typiquement, être physicien, c'est s'occuper des forces entre les objets, d'examiner les liens entre l'énergie et la matière. Le chimiste, lui, examine la structure, la composition des matériaux pour contrôler les transitions de phase. Et le biologiste s'occupe de la vie et de tous les organismes vivants. Vous voyez qu'à l'intérieur même d'une discipline, on va sectoriser de nouveau. Alors je prends ici l'exemple de la physique. Vous reconnaissez les 7 grandes sous-disciplines enseignées à l'école. Elles donnent lieu à des métiers et à des technologies. Vous voyez la mécanique, l'électronique, la photonique, la thermique. À l'intérieur même d'une discipline, on peut avoir encore de la recherche de pointe. En physique, on distingue encore 5 domaines qui demandent des efforts de recherche. Vous reconnaissez ici les réactions nucléaires, c'est-à-dire fission ou fusion. On continue de chercher des matériaux avec des propriétés physiques extraordinaires. Les semi-conducteurs, la science du froid, la cryogénie est encore peu connue. Et la physique des particules n'a pas encore tout dit. Et enfin, peut-être le pan de la physique le plus compliqué, la physique des plasmas. On n'aurait jamais pu atteindre ce niveau de performance sans cette hyper-spécialisation. On est à ce niveau bien hyper-spécialisé. Toutes les sciences travaillent sans interaction, elles sont montées ici en parallèle. Alors on peut parler à ce niveau de progrès. Effectivement, l'augmentation des connaissances a été considérable et très rapide dans chacune des branches. On touche à l'excellence, dans le sens où le spécialiste ne fait plus d'erreurs, ou alors beaucoup moins. Il est dans la qualité. Alors, y a-t-il un revers de la médaille? La multidisciplinarité est-elle plus pertinente? Un scientifique va tout savoir, mais sur un point de détail, c'est-à-dire tout savoir sur à peu près rien. Et cela devient un danger pour avoir une vue globale. On peut dire que les scientifiques disciplinaires sont devenus un peu myopes. Et pourtant, on a besoin de cette vision globale. On parle de vision systémique. Notre monde, du fait de l'augmentation des connaissances, est devenu plus complexe. Alors quelques mots sur la complexité. On peut définir une échelle de complexité avec 4 étapes. Tout d'abord, d'un problème dit simple, se réduit en général à une seule explication. On le symbolise ici par une seule corde. Alors la loi est connue, les paramètres d'entrée, comme les conditions initiales par exemple, sont aussi mesurés. Cela peut être traité par une seule discipline, et donc très rapidement, puisque la loi est bonne. Cela devient un réflexe. On est dans le déterminisme, la réponse est prédictible. C'est la situation, le cas d'école pour la multidisciplinarité. Si on peut réduire tous les problèmes à des séries de variables indépendantes qui ne se croisent pas, c'est la situation la plus rapide à traiter et la plus fiable. Alors, la situation dite compliquée est encore prédictive. On complique cette fois-ci en mêlant plusieurs origines connues. Vous voyez ici un nœud de corde. On parle de prédiction dans le sens où l'on peut encore démêler les lois par des arguments amenés par chacune des disciplines. La prédiction se fait alors possiblement avec des erreurs, mais encore sur la base d'un raisonnement. Ça demande un dialogue, un échange de méthodes ou de modèles entre les disciplines. On est typiquement dans l'interdisciplinarité qui va essayer de prédire. On parle de situations complexes quand les lois deviennent cette fois inconnues. Il y a de l'ignorance dans le système, c'est soit que les théories sont inconnues, soit qu'il n'y a pas de causalité et qu'une part de hasard existe. Il faut donc ici un apprentissage avec énormément de données de mesure. Ce sera tout l'intérêt des nanocapteurs. C'est l'apprentissage profond, le deep learning, qui peut analyser les données par calcul scientifique jusqu'à un certain point d'incertitude. On va parler ici de prévision. C'est une analyse uniquement à partir de données passées sans faire intervenir de lois. C'est tout l'intérêt aussi de la transdisciplinarité, de travailler en dehors des disciplines. La solution n'est plus dans les lois connues,
mais dans les notions à l'intersection même entre les disciplines. Le chaos, c'est ce que l'on veut fuir absolument. Il devient impossible de prévoir. Les événements sont rares et on ne peut constater les effets des dégâts qu'après l'observation des événements. On parle d'a priori. On retrouve typiquement ce problème pour le vieillissement dans les matériaux. C'est au-delà de la fatigue, c'est la rupture. Chez l'être humain, c'est pareil, c'est l'apparition d'une maladie grave, souvent rare, mais catastrophique parce qu'intense. Alors la science de ces 20 dernières années cible désormais les cas compliqués et complexes. Il ne faut pas oublier qu'un des rôles de la science est de déterminer les causalités, de démêler un peu toutes les imbrications de ces sacs de nœuds. Je vous donne 3 exemples de complexité. À l'échelle d'une dizaine de nanomètres, les édifices biologiques, comme les protéines, sont des structures complexes. Elles se replient et changent de forme. Elles adoptent des conformations spécifiques. C'est une signature multi-échelle dans l'espace et dans le temps. On peut retrouver bien entendu ces comportements en fluidique lorsqu'on sort des régimes laminaires et que l'on se rapproche de la turbulence. Des sauts dans les statistiques, les intermittences sont des caractéristiques communes à ces systèmes complexes. Même chose pour les mouvements boursiers dans les finances, on touche ici des concepts de non-stationnarité, des phénomènes non linéaires. Alors un même objet d'étude peut être abordé par différents points de vue, à différentes échelles. Prenons l'exemple d'un match de tennis. On peut concentrer notre attention sur la mécanique du mouvement de la balle, le nombre d'allers-retours et la vitesse de la balle. On a une approche ici dynamique du système. On va faire des moyennes et négliger les phénomènes les plus rares. Si l'on se concentre maintenant sur le joueur, vous voyez qu'il a plusieurs états. On a l'impression que c'est un peu aléatoire. Il va régulièrement servir et peut-être être plus rarement au filet. C'est une approche stochastique. On retrouve ici la pensée d'Héraclite. Alors je vous montre ici une première approche entre une vision microscopique qui fluctue et une vision macroscopique qui se veut déterministe. La complexité du système est aussi multi-échelle. Comprendre les fluctuations d'un système à une échelle spatiale plus basse permet de prévoir l'évolution dans le temps. Vous voyez la taille d'un pays, c'est 1000 km, c'est-à-dire 10 puissance 6 mètres. Et bien ce pays va dépendre par exemple du comportement des usines de l'ordre de 100 mètres. Vous voyez un rapport ici de 10 puissance 4 entre les distances. Si je reprends l'usine de 100 mètres dépend quant à elle du bon fonctionnement des conduites du centimètre en taille. Les conduites, elles, dépendent de la taille d'un grain qui fait de l'ordre de micromètres. Et enfin, la structure des grains est gouvernée par des fluctuations de diffusion des atomes aux joints de grains. Vous voyez ici toute la chaîne de complexité avec des origines physiques différentes mais qui restent dépendantes. Pour la médecine, c'est un peu la même chose. Notre santé dépend de l'état de nos cellules qui font 100 microns. On retrouve encore ce rapport 10 puissance 4. Et une cellule elle-même dépend des fluctuations de ses constituants alimentaires. 10 nanomètres, ce sont les protéines. La représentation d'un état est donc simple, localement, au présent. On comprend aisément ici que plus on s'écarte de l'origine des fluctuations, que plus on saute les ordres de grandeur dans l'espace, et plus on va complexifier la prédiction dans le temps. On remonte l'échelle de complexité. Alors, quelle stratégie le monde de la recherche a-t-elle mise en place vis-à-vis de cette complexité? La pluridisciplinarité a été un premier pas. Elle ajoute à la multidisciplinarité un thème commun. C'est un même objet commun pour plusieurs disciplines. C'est un travail parallèle. Il suffit juste un temps de concertation pour fixer les objectifs de chacun. Et on va juste apposer les connaissances. C'est un premier pas, mais qui reste limité. L'interdisciplinarité va plus loin dans une approche systémique. Elle consiste d'abord à intégrer, c'est-à-dire réunir au moins 2 disciplines qui se complètent. Ensuite, il faut créer les conditions du dialogue entre les disciplines. C'est ce qu'on appelle la collaboration. Cela se concrétise autour d'un projet. Les disciplines vont se mettre alors au service du projet sans perdre d'autonomie. Alors la physico-chimie, la biophysique, la biochimie, ce sont des associations qui naissent de cette interdisciplinarité.
On met en commun les méthodes. Typiquement, les physiciens construisent des outils d'observation pour la biologie. Je pense au microscope. Ce qu'on attend de cette collaboration, c'est une synthèse de la mise en commun des méthodes. Cette synthèse doit apporter une nouvelle représentation de la réalité. Alors la transdisciplinarité est une approche inversée qui vise à combler les vides entre les disciplines. On ne parle plus d'un problème donné, on regarde déjà tous les points communs entre les disciplines. Qu'est-ce qui peut être unifié dans un projet commun? Et alors on définit ensuite le projet. Les disciplines s'effacent donc au service de ce point de convergence. C'est désormais l'intersection entre les disciplines qui est le plus important. Cela va privilégier forcément le débat, la communication. Il faut inventer un nouveau langage commun, fixer un échéancier avec des jalons pour se transférer des résultats des travaux. Alors les nanosciences regroupent justement entre plusieurs disciplines les noyaux durs communs. On peut en citer 4. Alors le temps, cher au départ à la biologie, mais aussi qui servent à la physique et à la chimie. Les interactions, domaines privilégiés de la physique, mais qui intéressent tout le monde. La matière n'est pas le monopole non plus de la chimie, et bien entendu, vous avez l'espace. Alors ces notions vont graviter autour de ces 4 concepts fédérateurs. Alors j'en cite l'équilibre, la dynamique, la transformation, les facteurs d'échelle, la causalité, la relativité, l'identité mémoire, les structures, les fonctions. Alors ce sont des notions libres au départ qui vont fédérer les discussions autour des dépendances statistiques, des incertitudes et du déterminisme. Alors la convergence exprime le fait que toutes les notions communes du cœur dur vont développer les connexions, en araignée ici. Les connexions sont en parallèle les unes des autres. Et nous allons passer à l'objectif ultime de la transdisciplinarité, c'est la consilience, c'est-à-dire créer du lien entre les notions qui gravitent autour du cœur dur. On fait un chemin, vous voyez ici en rose, entre les notions en dehors de la convergence, dans le deuxième cercle. On a véritablement ici la notion d'innovation. Et ce que je vous raconte ici, ce sont des concepts compréhensibles bien au-delà des sciences. Ce sont des notions qui parlent aux financeurs des projets, aux politiciens. Alors ce que je vous ai présenté ici est bien évidemment une vision très réduite. À l'échelle européenne, voici les mots-clés dans le cœur dur, dans le point de convergence. Les nanotechnologies, le développement durable, l'informatique, les biotechnologies, les neurosciences. Et de là, on va définir des chemins avec des verrous technologiques à ouvrir. Chaque chemin représente un projet. Alors le projet, étymologiquement, c'est d'aller de l'avant. On appelle cette représentation en anglais une roadmap. Et cela devient complexe dans le sens où les routes vont venir à se croiser. Chaque projet va pouvoir faire bénéficier ou bénéficier des autres projets. Cela crée une valeur ajoutée considérable. On parle d'impact. Vous voyez que les mots-clés peuvent être beaucoup plus nombreux. Voilà, j'espère que les notions d'échelle, de complexité, la multidisciplinarité, l'interdisciplinarité, la transdisciplinarité, l'innovation sont désormais des notions plus claires et je vous remercie pour votre attention. À bientôt.